Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui après les 2 premières semaines du Tour d'Espagne pour revenir sur tout ce qui s'est passé autour de ces 15 premières étapes de la Vuelta qui étaient parties d'Italie, un passage en France et puis une dizaine d'étapes en Espagne. Avec Jonas Vingegaard qui est en tête du classement général, le Danois qui porte le maillot rouge avec 48 secondes d'avance précisément sur Joao Almeida avant la dernière semaine de course qui promet encore pas mal de choses. On va prendre le temps d'analyser un peu tout ça, notamment autour de ce qui s'est passé et ce qui peut se passer encore pour la victoire finale, mais pas que. On va évoquer tout ça avec nos 3 spécialistes du jour du groupe Eto. Johan pour commencer. Salut Johan. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On est aussi avec Mickaël. Salut Mickaël. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et pour finir l'équipe, on est avec Titouan. Salut Titouan. Salut Mathieu, salut tout le monde. Et bien voilà, avec tout ça, vous avez le programme. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors pour commencer, une question un peu générale, large, qu'est-ce que vous retenez globalement des 2 premières semaines de ce Tour d'Espagne? C'est passé, on peut dire qu'il s'est passé pas mal de choses, il y a eu 15 étapes, 14 victoires d'étapes, c'est d'ailleurs une des choses qu'on peut remarquer, mais qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ces 15 premières étapes du Tour d'Espagne? Il y a eu des choses bien en France. La partie française, c'était intéressant. Une fois qu'on est revenu en Espagne, la partie il y a de l'extra sport. Voilà. Italienne et française, parce qu'on a eu une demi-étape en France. Oui, pardon. Oui, c'est après, le plus intéressant d'Espagne, ça a été l'extra sportif. Donc, sinon, ça a été une purge d'un bout à l'autre, globalement. Enfin, Donc, le plus intéressant, le plus intéressant aussi. Enfin, c'est un peu enfin, c'est sur des sujets un peu compliqués, donc voilà. Mais je trouve que le narratif intéressant, c'est celui-là, et c'est triste. C'est est-ce qu'une certaine équipe va rester en course ou non. Ce qui se passe dans la course, d'accord, voilà, ça se passe. Mais c'est pas passionnant à suivre et c'est même un peu déprimant quand tu regardes le ratio d'équipes différentes, nombre de victoires. Oui, ça c'est vrai que l'équipe UAE Emirates a déjà 7 victoires d'étape en 14 victoires d'étape décernées, ça fait quand même pas mal. Surtout si tu prends ce dernier jour, c'est encore pire. Oui. Il faut remonter, je crois que c'était au moins aux années 90 pour voir une équipe remporter au moins 7 étapes sur la Vuelta, et le problème c'est qu'il reste encore une semaine, donc ce chiffre pourrait encore s'alourdir. Et ils sont déjà plus de 80 victoires sur la saison, je crois. C'est assez hallucinant. Mickaël, qu'est-ce que tu retiens pour ta part sur ces 2 premières semaines de la Vuelta? On va pas revenir sur l'extra sportif. Concernant, on va dire sur le sportif entre guillemets, ce qui est un peu dommage, c'est que on aurait pu avoir beaucoup de spectacles avec énormément d'échappées qui vont au bout. Et c'est très rare que ça laisse autant filer. On voit que Vingegaard, il est quand même un peu moins gourmand que Pogačar là-dessus. Le problème, c'est que on a quasiment eu le même scénario à chaque fois, à savoir que c'est un UAE qui à l'arrivée rafle la mise parce que on connaît l'équipe UAE, ils ont des grimpeurs ils peuvent tous faire top 10 s'ils veulent jouer chacun le général de leur côté. Donc vu qu'ils se concentrent sur les étapes, ils sont souvent le plus fort de l'échappée. Et finalement, si je dis pas de bêtises, il y a que hier où c'est pas un UAE qui a gagné en échappée, mais bon, c'était pas vraiment l'étape qui était le plus propice pour eux. Et encore, c'est pas passé loin. Encore, effectivement, ça aurait pu passer en plus. Ah ouais, mais oui, Mats Pedersen qui est devenu ce dimanche à Monforte de Lemos le premier coureur qui n'est pas un coureur de l'équipe UAE à remporter une étape en échappée sur cette Vuelta. Sinon, on avait eu Jay Vine à 2 reprises, Juan Ayuso à 2 reprises et Marc Solé également. Donc ça fait quand même pas mal, 5 étapes remportées en échappée par l'équipe UAE. Sacré razzia sur les échappées, on va dire.
Pour finir ce tour de table, Titouan, toi, qu'est-ce que tu as envie de retenir de ces 2 premières semaines de Vuelta? Alors, ce que j'ai envie de retenir, rien. Ce que je vais retenir, la purge UAE. Comme tu as dit, la moitié des étapes gagnées, c'est pour eux. Donc, ça blase, encore une fois, mais bon, c'est à nouveau. C'est bien sur le record de HTC, mais sans grand sprinter. Donc, bon, ça déprime un peu. Mais à part ça, c'est dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup de coureurs qui ont vraiment marqué cette Vuelta pour l'instant. Enfin, on peut penser à la maîtrise de Jonas Vingegaard, mais il n'a pas brillé par son panache pour l'instant sur cette Vuelta. Pour retenir côté UAE, on peut retenir qu'Almeida est plus costaud que prévu. Mais bon, à part ça, du mal à avoir vraiment quelque chose de très marquant, de fondamentalement génial sur cette Vuelta. Ouais, donc bon, je vous sens pas particulièrement enthousiaste sur ce que vous avez vu sur ces 2 premières semaines, là, dans l'ensemble. Non. Non, mais en fait, c'est marrant parce qu'on a beaucoup reproché à Pogacar de gagner toutes les étapes et un peu cannibale et tout. En fait, c'est encore pire quand c'est son équipe qui fait ça, quoi. Parce que si c'est Pogacar, limite, il est fort et il tient pas. Ok, d'accord, mais là, c'est vraiment le côté. Vous avez pas autre chose à jouer à la place de faire ça, quoi. Ouais, ça, on pourra l'évoquer tout à l'heure, le fait que l'équipe UAE, elle est aussi là pour essayer de gagner le classement général. Et c'est pas forcément ce qu'on attend généralement d'une équipe qui joue le général, de faire la razzia des échappés. Mais on verra ça tout à l'heure. Alors, comme Johan, tu l'as évoqué, Mickaël, Titouan, vous avez pas forcément voulu aller sur ce terrain, mais t'as évoqué l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine de cette Vuelta pour l'instant, ces 2 premières semaines. C'est toutes les manifestations qu'il y a eu autour de la présence de l'équipe Israël Premier Tech. Je veux juste faire un petit rappel des faits. Je sais pas forcément si vous aurez envie de débattre à propos de tout ça, mais on va rappeler que depuis que la Vuelta est arrivée en Espagne, donc on a vu de nombreux manifestants pro-palestiniens avec sur le bord des routes beaucoup de drapeaux, de banderoles. D'ailleurs, la réalisation a pas forcément cherché à ne pas les montrer, bien au contraire parfois. C'était assez étonnant par rapport à ce qu'on peut voir sur d'autres courses. Ça s'est déroulé principalement dans le calme, mais on a quand même eu des incidents sur quelques étapes, notamment sur la 11e étape qui s'est pas finie. À Bilbao, les temps ont été pris à 3 km de l'arrivée, et il n'y a pas eu de victoire d'étape qui a été décernée. Alors, pour rappel aussi, les manifestants, ils demandent que l'équipe Israël Premier Tech quitte le Tour d'Espagne et proteste contre les actions militaires qu'entreprend l'État d'Israël sur la bande de Gaza. Pour rappel, l'ONU parle d'un état de famine qui aurait pu être évité sans l'obstruction systématique d'Israël. Je ferme les guillemets. On va aussi préciser que l'équipe Israël Premier Tech n'a pas de lien direct avec l'État hébreu, mais est quand même notamment financée et codétenue par le milliardaire canado-israélien Sylvan Adams, qui est proche du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Adams a d'ailleurs déclaré par le passé que les coureurs de son équipe sont pour lui des ambassadeurs du pays d'Israël. Et si on voit particulièrement ces manifestations en Espagne, c'est pas un hasard, la population espagnole est de manière générale plutôt mobilisée sur ce sujet, notamment les Basques, et l'Espagne a d'ailleurs été un des premiers pays à reconnaître l'État de Palestine en mai 2024. Et forcément, les réactions, elles n'ont pas manqué, il y en a eu de partout. Le ministre des Affaires étrangères espagnol a dit qu'il serait favorable à une expulsion de l'équipe Israël Premier Tech, de la même manière que les équipes russes et biélorusses ont été exclues par l'UCI en 2022 au démarrage de la guerre en Ukraine. Le directeur de la Vuelta, Kiko Garcia, lui a dit à demi-mot qu'il préférerait que l'équipe quitte la course pour assurer la sécurité, mais que les organisateurs ne peuvent pas prendre eux-mêmes une telle décision. Et Israël Premier Tech a assuré vouloir aller jusqu'au bout de cette Vuelta avec quand même une petite adaptation. L'équipe court depuis samedi avec un maillot qui ne comporte plus la mention Israël. On a vu aussi qu'il y a eu pas mal de discussions en interne parmi les coureurs vis-à-vis de ces manifestations qui viennent parfois sur la route et un petit peu embêter les coureurs et parfois provoquer des chutes, comme avec Simone Petit sur la 10e étape. Les coureurs sont quand même encore assez prudent, il y a très peu de prise de parole, prise de position publique, mais on a quand même eu Jonas Vingegaard, le leader de cette Vuelta, qui a déclaré ceci après l'étape de dimanche à la chaîne danoise TV2.
Les gens le font pour une raison. C'est horrible ce qui se passe actuellement, et je pense que les manifestants le font ici parce qu'ils ont besoin d'une tribune pour se faire entendre. Bien sûr, d'une certaine manière, c'est dommage que cela se produise exactement ici. Je pense que beaucoup d'entre nous, les coureurs, le pensent. Mais encore une fois, je pense qu'ils sont simplement désespérés d'être entendus. Voilà, pour le rappel des faits, du contexte, vu que c'est un cas très particulier, je préférais qu'on repose les bases pour que ça soit au moins un petit peu clair pour plus ou moins tout le monde. Après, il reste quand même une question, et ça risque d'être le plus compliqué et qui va amener pour la suite, c'est est-ce que il y a une solution, ou est-ce qu'on va finir la Vuelta, et probablement aussi après la suite de la saison, dans une sorte de statu quo, sans plus ou moins faire grand-chose. Je sais pas si Johan Michael Titouan, vous avez envie de réagir à tout ça, ou par rapport aux déclarations qui ont pu être faites, notamment de la part de Jonas Vingegaard. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de bruit. Après, c'est intéressant. Apparemment, il commence à y avoir des tensions un peu entre les coureurs, même si c'est pas forcément montré en public. Certains, plus ou moins, qui se montent un petit peu dessus, mais ça reste assez limité. Globalement, l'avis général, c'est Israël doit prendre la décision ou non de partir. Et personne ne veut vraiment les faire partir. Il y a même eu des rumeurs comme quoi la partie aurait son soutien à l'équipe. Donc, le président de l'UCI. Oui. C'est vrai que l'UCI officiellement a juste fait un communiqué pour condamner fermement les actions qui ont conduit à la neutralisation de la 11e étape de la Volta. Et l'UCI réaffirme son attachement à la neutralité politique, à l'indépendance et à l'autonomie du sport. Voilà. Par contre, Gazprom, la neutralité, on s'en foutait. Mais oui, après là, alors chaque situation est forcément différente. Mais oui, en 2022, l'UCI avait banni les équipes russes et biélorusses au début de la guerre en Ukraine. Après, à titre personnel, la principale différence que je ferais par rapport au cas de la Russie, c'est qu'à cette époque-là, il y a eu plus ou moins unanimité de la communauté internationale pour condamner la Russie, alors que là, c'est pas du tout le cas vis-à-vis d'Israël. Donc il y a compliqué peut-être les sanctions internationales, c'était cohérent avec les sanctions internationales qui là n'existent pas vraiment contre Israël. Donc, sur le plan sportif, faut dire qu'en 2022, le CIO a fait très vite. Il y a je crois, au moins plus d'une quarantaine de pays qui a demandé l'exclusion de la Russie, et du coup le CIO l'a fait, et du coup énormément, voire toutes les fédérations sportives ont suivi dans la foulée. Ce qui n'est pas le cas en l'état actuel pour Israël, sauf les pays alliés, on va dire, sauf la Palestine et l'Iran, je crois, globalement. Il n'y a pas beaucoup d'autres pays mis à part ces deux-là. Bon, on sait, c'est pas les plus grands amis d'Israël, donc mis à part ceux-là, il n'y a pas grand monde. Donc du coup, c'est pour ça qu'en l'état actuel, c'est le CIO qui détient les clés. Si les CIO dit demain, annonce tel ou tel truc, la plupart des fédérations suivront derrière. Ah oui, ça, certainement. C'est sûr que c'est aussi le point déclencheur, et c'est là où on va dire c'est pas forcément l'UCI qui va déclencher toutes les mesures par la suite. Bon, après on est dans des décisions après qui nous dépassent sur nous, juste le prisme du cyclisme. Bah après, pour prendre des cas plus concrets, enfin plus larges, par exemple, il y a eu le cas de l'Eurovision qui est utilisé par Israël et l'État d'Israël de manière très directe comme outil de propagande, de promotion du pays et tout ça, sur lequel beaucoup de monde avait râlé sur la participation d'Israël, et qui était un cas plus direct d'intrusion de puissances étrangères, machin, tout ça, et notamment de bourrage des votes et des trucs dans le genre. Si à ce moment, sur des trucs aussi gros, Israël a pas été tiré, c'est compliqué de fédération toute seule dans son coin de venir dire on va retirer une équipe ou faire une sanction, en plus pas quelque chose directement étatique, sans risquer derrière de se prendre un contre-clash absolument monstrueux. Donc. C'est compliqué. Mais en tout cas, c'est là aussi qu'on voit que même par rapport à tous ces débats, ceux qui disent le sport doit rester en dehors de la politique, on va dire que la politique est partout. Ouais. Et après, Netanyahou, il fait des tweets de soutien, du coup, c'est pas politique, tu vois. Ça, c'est bien. Hein. Oui, voilà, quand le gouvernement espagnol dit quelque chose, que le gouvernement israélien soutient l'équipe de Sylvain Adams, bon. C'est pas politique, mais politique en parle. Hein, ouais, Titouan ?
Je disais, il y a même aussi la communauté des Asturies qui a boycotté la Vuelta, en Oui, soutien à la Palestine, justement. tout à fait, ouais, les représentants politiques Il y a pas mal de structures politiques qui sont là. Et j'ajouterais que de toute façon, le sport, tout le monde dit ouais, Lucie en premier dit ouais, on veut pas politiser le sport, mais ils font aussi des championnats du monde au Rwanda, qui est un pays qui en ce moment est aussi connu pour faire de la déstabilisation dans ses pays voisins, et qui utilise pas mal de soft power. Donc, l'UCI, ils sont carrément dans un engrenage politique, et ça a été pareil avec d'autres États comme le Qatar ou même Après, l'UAE qui est promu par Israël, pas peur par Israël ou là, par l'UCI. Après, le Rwanda, pour le coup, je trouve que c'est défendable son argumentaire de neutralité dans le sens où tu sais que c'est le pays où tu organises un championnat, t'as le côté à la fois iconique de l'endroit et tu auras l'énorme plaire de la course en Afrique. Là où le Qatar, c'était ouvertement de propagande pour le pays, là le Rwanda, c'est un peu plus cohérent sur le côté sportif. Oui, certes, enfin, mais il y a quand même un côté politique à partir du moment où il y a des problèmes géopolitiques dans une zone instable et où on décide malgré tout d'y faire un événement sportif, quoi. C'est bon. ouais, bien Comme sûr. comme le Tour des Émirats, par exemple, hein, voilà. Oui. Ou de la même manière aussi que l'UCI avec David Lapartien avait attribué les mondiaux sur piste 2021 au Turkménistan, qui est une des dictatures les plus fermées au monde. Mais bon, ça va. C'était trop bien. Moi, du coup, ça s'est retrouvé à Roubaix. Ça s'est retrouvé à Roubaix au final et c'est trop bien. Voilà. Bon, voilà. Au final, ça a été annulé à cause du Covid. Donc ça fournit une petite porte de sortie pour que ça se finisse à Roubaix. Bon. Voilà, en tout cas, par rapport à tout ce côté extra sportif, qu'on pouvait pas non plus mettre de côté parce que vous l'avez vous-même cité, c'est un des éléments marquants de ces 2 premières semaines de Vuelta. On va revenir au côté sportif avec la lutte pour le classement général. On a 2 coureurs qui sont les 2 coureurs qu'on imaginait se battre principalement en duel pour la victoire finale, qui se tiennent en moins d'1 minute. Jonas Vingegaard a le maillot rouge, Joao Almeida, son dauphin, est à 48 secondes. J'ai compté aussi, si on retire les bonifications, il y aurait 28 secondes d'écart entre Jonas Vingegaard et Joao Almeida. Dans le détail, comment est-ce que vous analysez le rapport de force qu'on a pu voir sur ces 15 premières étapes entre Jonas Vingegaard et Joao Almeida? Michael? Entre les deux, il y a finalement que la 9e étape où il y a un gros écart entre les deux, où Vingegaard il a mis une vingtaine de secondes à Almeida. Non, sur le reste, c'est quasiment que les bonifications qui font la différence, ou les 10 secondes de l'étape qui a pas été au bout. Ah, tout à C'est fait, marrant, c'est Bilbao, l'étape qui ouais. a pas été au bout qui a fait le plus d'écart, quasiment. C'est ça qui est original. Non, les deux, c'est quasiment du 50-50 à part ça, quoi. Tito, est-ce qu'il y aurait quelque chose à dire de plus que c'est très serré et ça se joue peut-être sur des détails entre Vingegaard et Almeida? Bah, j'allais dire que oui, effectivement, pour l'instant, comme Mickaël le dit, c'est assez équivalent, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une dynamique qui s'inverse où Almeida, j'ai l'impression, monte en puissance, contrairement à Jonas Vingegaard qui semble moins impressionnant que lors de sa victoire à Baldescaray. Donc, je dirais qu'il y a quand même la dynamique qui s'inverse et qui laisse espérer un changement de situation. Il faut rappeler quand même que, ouais, enfin, Vingegaard, il a le tour dans les pattes, le Almeida a pu On va pas fini contre le son tour. gré, mais a beau de son tour et il a même pas vu la montagne sur le tour. Donc, forcément, plus de fraîcheur du côté du Portugais. Donc, ça explique peut-être qu'il y ait que j'ai cette impression de croisement des courbes et ça peut aussi indiquer que, Almeida peut revenir sur cette 3e semaine, quoi. Il y aura des opportunités. Si on prend en particulier l'étape qui a fait le plus d'écart entre les deux, c'était l'arrivée à Baldescaray, la 9e étape au terme de la première semaine de course. Hors bonification, Jonas Vingegaard a devancé Joao Almeida de 24 secondes sur la ligne d'arrivée. Bon, ça paraît pas énorme, mais c'est quand même le principal, l'écart le plus important sur la route entre ces 2 coureurs. Est-ce que là, sur cette étape où
Vingegaard a réussi à distancer, à lâcher sur son attaque Joao Almeida sur un coup en partant très tôt au pied de l'ascension, accélérant très vite par Matteo Jorgensen, puis Vingegaard a pris le relais. Est-ce qu'on peut parler d'un coup tactique stratégique de la Visma et de Vingegaard? Alors, je sais pas si c'est tant tactique. Enfin, après, c'est avoir un minimum de lecture de course. Et si t'as un mec qui traîne toujours derrière, bah, au moins, ça vaut le coup de l'attaquer avant qu'il soit dans ta roue, parce qu'il n'y a plus grand monde dans le groupe. J'ai revu, il était même pas tant mal placé que ça en fait, Almeida. Parce que je crois que tu as Jorgensen, Vingegaard, Ciccone, ensuite Vine, et dans la roue de Vine ou un coureur encore Oui, il derrière était Almeida. Donc, 7-8 places derrière, mais pas trop mal placé non plus, quoi. mais en fait, il y a un côté où, a priori, le favori à la victoire, c'est Vingegaard. Tu te mets derrière lui, il y a personne qui va râler, mais toi derrière, pourquoi tu traînes derrière? Ça, oui, après. Mais après, il l'a un peu plus compris, il fait un peu moins maintenant. Mais... Oui, puis on voit même Almeida qui se met devant Vingegaard, bon, qui a pas réussi à le distancer pour l'instant. Ça doit faire bizarre d'être devant le médaille. Il n'y a pas Pogacar dans ma roue, je suis quand même devant. Michael, comment est-ce que tu arrives à juger, analyser ce qui s'est passé sur cette étape, la 9e étape qui arrivait à la station de ski de Baldascarai? Bah, on a l'impression qu'en fait, Almeida, il a pas fait attention à ce qui se passait. Vingegaard, il est parti. Et il a passé toute la montée, essayer de le rattraper. Et, et en fait, j'ai l'impression que l'écart s'est fait très vite au début. Et après, derrière, limite, il y avait jeu égal ou pas loin. Parce que finalement, 24 secondes, en partant 11 km plus d'une dizaine de kilomètres de l'arrivée, Almeida était pas en forme. Ça aurait pu faire très très cher. Pogacar, quand il nous fait des numéros pareils sur le Tour de France, s'il y en a un qui est pas bien, il peut lui mettre 2 minutes facilement quoi derrière. Là, l'écart a finalement été entre guillemets raisonnable. Bon, ce qui est pas plus mal pour l'intérêt final, mais Almeida, je pense que c'est l'inattention, le temps de réagir. Bah, il est parti et c'est tard. Et c'est trop tard. Et maintenant, après, bah, il a dû courir 10 km avec Pidcock dans sa roue. Et voilà, quoi. Oui, il s'est fait prendre sur l'effet de surprise. Joao Almeida, j'ai vu qu'il parlait lui-même de s'être fait prendre par surprise par cette attaque qui était peut-être plutôt que de l'attaque de Vingegaard qui était plutôt que Almeida ne pouvait l'imaginer. Peut-être c'est ça aussi qui joue quand on sait que Almeida a tendance à être diesel et à plus amortir les attaques plutôt qu'à toujours tenter de suivre. C'est ça aussi qui a pu jouer. Surtout qu'on n'a pas l'habitude que Vingegaard nous place une attaque comme ça, à 11 dès le début d'un col, direct, quoi. On sait qu'on le dit, c'est qu'il a plutôt cette réputation d'attentiste. Donc là, c'est vrai que c'est peut-être, il s'est dit, je vais peut-être surprendre tout le monde et ça a passé, et c'est passé. Et c'est très bien passé, ouais, puisque pour prendre comme ça 24 secondes à Joao Almeida sur la ligne, donc c'était quand même assez costaud. Et Almeida qui était quand même avec Tom Pidcock sur la fin pour essayer de motiver un petit peu le Britannique à prendre des relais, mais quand tu dis à ton collègue que t'as pas des couilles assez grosses, je suis pas sûr que ça soit le meilleur moyen de le motiver à rouler. Ça l'a motivé à ce que Pidcock essaye de le lâcher sur les étapes d'après, quoi. Voilà, et Pidcock a réussi en tout cas sur l'étape de Bilbao. Et ouais, après, alors j'ai vu aussi un petit compte sur les écarts après l'attaque. 7 km de l'arrivée, Almeida et Pidcock ont 17 secondes de retard sur Vingegaard. À 3 km, ils ont 33 secondes de retard. Et à l'arrivée, 24 secondes. Donc en plus, on sait que c'était une montée qui était... plus tu approchais de l'arrivée, plus la pente était faible. Donc sur la fin, peut-être le fait de se relayer ou que Vingegaard forcément fatigue un petit peu plus de son effort, ça a pu jouer un peu. Titouan, qu'est-ce que ça t'inspire aussi, toi, le fait peut-être de voir que tout d'un coup on a eu là sur cette étape Vingegaard qui attaque alors qu'on avait vu précédemment Joao Almeida se plaindre un peu que la Visma ne tentait rien, qu'ils étaient un peu passifs. Là tout d'un coup de les voir d'un coup surprendre pour qu'ensuite Vingegaard ait le maillot rouge et contrôle la course tranquille sans rien retenter depuis. Qu'est-ce que ça t'inspire sur la tactique du Danois et de l'équipe néerlandaise dans l'ensemble? Je sais pas si ça m'inspire particulièrement cet épisode, mais j'ai l'impression qu'en fait là surtout,
vis-à-vis de la forme de Vingegaard, en tout cas, j'ai l'impression que ils sont un peu plus limités pour tenter des choses. Donc bon, les manœuvres, j'ai l'impression vont se réduire peut-être. Mais je pense pas qu'il y ait eu une réaction particulièrement de la Visma vis-à-vis de la critique d'Almeida. Euh, je pense vraiment que, enfin, ils font leur course et c'est de contrôler. Après, là, la crainte, c'est que Almeida puisse dépasser Vingegaard sur le chrono parce que ce sera un peu incontrôlable. Bon, je sais pas ce qu'ils prévoient. En tout cas, là, pour l'instant, Visma, c'est un peu flou. On sait pas trop les équipiers. Ça, d'un jour à l'autre, Renson est plus ou moins fort, Kuss est plus ou moins fort. Donc, c'est assez difficilement lisible, je trouve, chez eux pour ces dernières semaines. Après, Vingegaard, il joue bien la course en soi. Il fait pas les efforts en trop. Les moments où il peut gagner du temps, il va essayer de chercher une bonif. Là, il voit l'occasion. Tac, et puis voilà. Si jamais il sent qu'il a pas trop les jambes, il médaille et puis il se prend pas trop la tête. Du coup, je trouve qu'il court assez juste pour pas faire trop d'efforts et avoir de quoi faire garder en dernière semaine. Oui, c'est sûr que depuis que Vingegaard a le maillot rouge, c'est plus Almeida qui a fait des efforts que Vingegaard. On pense notamment à l'étape de l'Angliru où Almeida a mené toute la fin de la montée, Vingegaard était calé dans sa roue, même pas pouvoir le dépasser pour essayer de jouer l'étape. Donc ce qui a permis à Joao Almeida de remporter cette étape qui arrivait à l'Angliru, mais sans réussir à distancer le Danois. Ce qui est un peu triste, parce que tu te dis vraiment, tu veux pas tenter d'accélérer, de changer un peu le rythme, de faire quelque chose. Là, tu vois les deux monter ensemble pour des kilomètres et l'autre qui le tracte. Si tu veux, mais... Après, c'était peut-être le signe aussi que Vingegaard ne pouvait pas. Oui, mais justement, si Vingegaard te met pas à compte, c'est probablement il est pas bien, donc à un moment, tu un petit peu... En fait, à un tempo, le mec il a l'habitude, il va tenir le tempo, a priori. Faut essayer de rompre un peu le truc. Après, est-ce que c'est pas aussi justement le style de Joao Almeida qui est très bon pour rouler un rythme de métronome, mais pour faire mal, distancer sur des changements de rythme, c'est plus lui qui se fait lâcher sur ces moments-là et qui revient en lissant son effort plutôt que l'inverse. Bah après, même sur un côté, tu peux, au lieu d'essayer de faire le meilleur temps possible sur la montée, tu te dis, là je fais 3 minutes un petit peu au-dessus, après je ralentis un peu. Tu varies un peu les efforts, c'est pas forcément mettre des grosses minasses en montée. Surtout que l'Angliru en soi t'as des pourcentages, donc ça va faire naturellement les ruptures, mais... Ah oui, l'Angliru, c'est bien du pourcentage de débile. Et puis, voilà. C'est vrai que l'Angliru, c'est une montée un peu particulière où tu te dis, c'est impressionnant les pourcentages et à la fois, surtout qu'ils ont fait le même truc. Eux a fait le même truc que d'habitude, c'est de rouler fort au pied sur les pourcentages roulants quand les mecs sont. C'est super, c'est intéressant. Justement, pour évoquer la tactique du AE, après avoir parlé un peu de la tactique des choix de la Visma, vous avez pas mal parlé au début de ce podcast des choix de l'équipe UAE de partir souvent en échappée, et avec réussite, 5 victoires d'étape en échappée, sur les 5 premières échappées qui sont allées au bout. Mais est-ce que vous comprenez en même temps que l'équipe Emirati mette en place cette tactique alors que l'objectif c'est de gagner le classement général et que leur leader Joao Almeida il doit reprendre du temps à Jonas Vingegaard? Ouais, moi je comprends dans la mesure où on sait ils empilent masse de grimpeurs qui pourraient, comme on l'a dit, faire tout top 10 s'ils étaient dans une autre équipe. Donc pour moi c'est plus quelque chose de politique chez UAE, ou dans le sens où ils laissent les fidèles vaillants gagner des étapes. Bon, Ayuso n'est pas un fidèle vaillant, on va dire, mais ils laissent quand même les équipiers prendre leur chance. On l'a quand même vu se mettre au service d'Almeida. Après, quand même avoir dit que la décision de son équipe d'annoncer déjà son départ était une dictature, mais... Oui. Sympa l'ambiance. On sait pas. Ce qui a été contredit par l'équipe en plus, donc comme quoi il était au courant que ça allait être annoncé. Oui, un sacré bourbier, mais bon. En tout cas, le fait est que Juan Ayuso, qui était sous contrat, je crois, jusqu'en 2028, ne sera plus chez UAE l'année prochaine. Il a été libéré de son contrat. Et donc, Titouan, sinon, tu disais non, oui, donc je disais que c'est pour essayer de faire gagner les équipiers. Et,
Bon, c'est plus quelque chose, je pense, ouais, comme je disais, donc du politique pour contenter tout le monde et Donc un peu bon, le côté, ou des on financements fait différents, du coup, un peu le côté, mais bon, on récompense les Jay Vine, Juan Ayuso, Marc Solé, pour qu'ensuite sur la fin on se concentre à 100% sur l'objectif du général. c'est ça, c'est ça. Comme ça, tout le monde est content, tout le monde est satisfait. Bon, encore, je pense que le cas Ayuso est encore à part vraiment, mais là, on a vu Vine bien bosser pour Almeida, et je pense que ça va continuer comme ça, où l'Australien peut vraiment être le plus gros soutien du Portugais sur cette dernière semaine, donc ouais, là, au moins, il pourra se donner à 100%, et même plus penser à son maillot à poids, qui est en vrai presque acquis actuellement. Johan, je t'ai vu un peu sourire. Est-ce que tu y crois, cette stratégie, on récompense les équipiers avant de jouer Ouais, comme ça, en 4e semaine, ils pourront être utiles, tu vois. Ils sont- Mais alors, pour il y a deux problèmes. Déjà, qu'il faille gérer Ayuso un peu différemment, ça c'est une autre question, mais un Jevine ou un Mark Soler, tu leur dis de rouler et de pas prendre l'échappée, ils rouleront, ils prendront pas l'échappée. Ils ont pas cet ego-là de se dire ah, je vais saboter l'équipe parce qu'il faut absolument que j'ai mon table, que j'ai mon truc, et a priori ils se seraient mis au service d'Almeida, quelle que soit la configuration. Donc y a Non, mais pas... sans question de saboter, mais ça assure au moins davantage la mentalité. Bah, ça assure rien du tout, parce que les mecs ils crament du jus en échappée au lieu de garder le max de force pour faire les équipiers. Enfin, c'est pas Oui, beaucoup rentable. plus dans la situation, t'as déjà vu un Oui, fatigué, franchement. oui, non, mais ça c'est. Quand tu vois des G20 qui partent en échappée, qui font des 130, 140 km à deux en duo, forcément ça laisse beaucoup de jus en route. C'est du jus que t'as pas pour servir après pour éventuellement faire des coups, ou, par exemple l'étape qui arrive demain, enfin qui arrive ce mardi, de tenter quelque chose. C'est pas rentable de se dire ah, ils vont être un peu libérés de travailler et de pouvoir faire quelque chose ensuite. Si t'es là pour jouer la victoire à la Vuelta, t'es là pour la Vuelta, t'as pas à te disperser dans ce genre de truc, surtout quand t'es une équipe qui a gagné 80 courses dans l'année. Justement, il faut aller chercher le record d'HTC. Hein, donc, la Vuelta, au moins, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de courses à gagner, tu vois. Ah, il va pas leur rester grand chose de marge, parce que je crois que HTC c'était 85 victoires, je crois, et UAE on est déjà à 81 victoires. Bah après, UAE a le côté aussi aller faire plein de petites courses contre des équipes Conti. Ils vous envoient des coureurs, donc ça aide. Oui, genre là ce week-end, le Grand Prix Industria et Artigianato, remporté par Isaac Del Toro devant Christian Scaroni et Davide Piganzoli. Bon. Mais au moins ils sont au moins ils sont présents sur toutes les courses italiennes, ça, très bien. L'héritage Lamprey est respecté. Parce que oui, à la base, JE, c'est Lamprey. Hein, ça a quand même bien changé. On l'oublie trop souvent, ça. Ouais, c'est comme Astana qui avait énormément de staff italien. Et t'as toujours t'as le côté où l'Italie a plus vraiment de World Tour, mais t'as toujours un gros culture cycliste, donc ça se trouve un petit peu dans plein d'équipes. Oui, Après. ça ouais. Lidl Trek, je sais plus ce qu'il y a là-bas, mais je crois qu'il y a pas mal d'italien aussi. T'en as qui traînent. Donc, Bah, c'était Gaffredo à l'époque qui avait amené beaucoup d'Italiens. Oui, puis je crois que alors je suis pas sûr qu'il soit toujours à la tête de l'équipe, mais il y avait Luca Garcilena qui était le manager de l'équipe et qui est toujours manager général de l'équipe Lidl Trek qui est italien. Bon, voilà, ça peut donner cette petite indication, même si Lidl Trek est quand même fait partie de ces équipes très internationales. Pour revenir à notre tactique de l'équipe UAE sur ces 2 premières semaines de Vuelta, toi Mickaël, alors la question c'est tactique point d'interrogation ou c'est ce qu'ils ont mis enfin la tactique qu'ils ont mis en place de en tout cas aller chercher 5 étapes en échappée, c'est une tactique. Après après c'est moi qui je vous laisse juger. Justement Mickaël, tu te positionnerais plutôt du côté Titouan à dire bah c'est pas plus mal de enfin ce côté intéressant de dire on va récompenser les équipiers avant de tout mettre sur la pour la gagne pour le général, ou côté Johan de se dire bah c'est pas forcément ce qui est le plus utile quand tu joues un général d'une Vuelta. Bah, en fait, les équipiers peuvent aussi aller devant parce que bah, il y a très peu d'enchaînement de col. Donc, quand il y a qu'une seule bosse à l'arrivée, est-ce que tu as besoin de tes 7 équipiers toujours autour de toi, etc. Si tu en as 5 au lieu de 7, vu que la plupart du temps, il n'y a qu'une seule montée difficile à la fin,
c'est suffisant. Donc ils disent aux deux autres, bah aujourd'hui c'est vous qui allez devant et ils font tourner un peu comme ça et puis c'est tout. C'est vrai aussi. C'est vrai que par rapport au parcours de la Vuelta, ça propose beaucoup d'arriver au sommet. Johan, si je te pose la question, sur quelle étape une certaine course d'équipe aurait pu être intéressante pour profiter à Joao Almeida depuis le départ de cette Vuelta? Est-ce qu'il y a une étape comme ça, un scénario qui pourrait te sembler intéressant et qui n'a pas été mis en place par UAE à cause des coureurs qui partaient devant en échappée? Bah, si on prend par exemple l'étape gagnée par Marc Soler, il y avait Marc Soler qui était en attente de éventuellement se relever pour attendre quelqu'un derrière qui doivent venir faire le relais, par exemple, entre les deux derniers cols de l'étape. T'es vraiment sûr de vouloir voir Marc Soler en tête de la course se relever pour attendre le leader? Bah, ça fait des belles images. Hein. Ah ouais, ça oui, oui, ah oui là, pour la série Netflix Movistar, c'était parfait. Hein. Non, mais là, pour le coup, il était au courant, c'était a Oui. priori. Je crois qu'il a dit dans une déclaration que c'était dans les consignes. Et il s'est rien passé. Et après, il va gagner étape parce qu'il est devant et parce que c'est un UAE, donc il gagne étape. Mais c'est pareil sur l'étape d'hier en soi, Almeida qui a déjà fait. Je crois que c'était Almeida sur le Tour de Catalogne, d'attaquer sur l'étape de Vallonné. Il aurait pu, Jevan avant, de dire vas-y, on tente un moment dans un col, on fait tout péter, on voit ce qui se passe. Peut-être que Vingegaard sera tout seul et qu'à la fin, comme je suis meilleur que lui sur le plat, je pourrais lui prendre 20 secondes, 30 secondes quelque part. Les trucs à tenter. Après, le défaut, c'est que le chrono est pas encore passé. Et probablement que les coureurs se focalisent un peu dessus, mais il y a des choses à tenter quand t'as une grosse force d'équipe. Au pire, tu fais tout péter, il se passe rien, Vingegaard est encore là. Vingegaard faisait son tour d'ailleurs. Bah tant pis, c'est pas grave, on attend tout le monde, on finit en peloton, et puis ça, c'est pas important, mais après, ne rien tenter quand t'as toujours beaucoup d'équipiers à l'avant et des équipiers forts à l'avant, c'est toujours dommage, quoi. Mais justement, tu évoques le contre-la-montre qui est placé en 18e étape. Sur cette dernière semaine de course, on aura donc avant ce contre-la-montre déjà l'étape de mardi qui arrive à Castro d'Herville, qui est identique à la dernière étape de 2021 de mémoire qui avait été remportée par Clément Champoussin. On a la 17e étape qui arrive à l'Alto de El Moredero, qui est une montée également très difficile avec 4 km à plus de 11%, c'est pas rien. Et après le contre-la-montre, on aura une étape de plaine, puis l'arrivée à la Bola del Mundo, la veille de l'arrivée finale de cette Vuelta. Qu'est-ce qui peut se passer entre Vingegaard et Almeida sur cette dernière semaine, à votre avis? Est-ce que, comme Johan le craint, ça va attendre le contre-la-montre et puis ensuite, il se passera ce qui se passera sur la Bola del Mundo en fonction des écarts restants? Non, je pense que ça peut commencer dès l'étape 16. En vrai, il y a un terrain de jeu un peu punchy où tu peux placer des mecs à l'avant et où tu peux attaquer peut-être un peu plus violemment, où Almeida il sera moins en effort curseur. Rien que là, déjà, il peut y avoir danger. Bon, Almeida, on sait, il sera normalement bien entouré, à moins que ses camarades partent chercher l'étape, comme d'hab. Mais non, mais du coup, s'il y a bien tout le monde, si tout le monde on dit bon, on a gagné assez d'étapes en échappée, maintenant, tout pour Almeida, il devrait être assez bien entouré, mais crois en Visma pour essayer de faire un peu péter sur l'étape 16, qui ressemble un peu à celle qu'avait remporté Clément Champoussin, enfin, un peu Oui. moins dense. Bah, c'est Mais, alors, je vais vérifier, mais pour moi, le final est le même. Hein. il me semble, ouais. Les 35 km, les 35 derniers kilomètres, c'est les mêmes. Ouais, bon voilà. Avec l'Alto des Prados et l'arrivée finale à Castro d'Herville. Et on avait eu une belle étape, hein, donc, Ouais, ça ouais. Et puis c'était la fameuse étape du Rash Kit de Miguel Ángel Lopez également. Mais là on aura les moins. légendes. Mais donc du coup toi, Titouan, c'est surtout cette étape de mardi que tu attends en particulier, peut-être aussi par le fait que c'est une étape dont le profil change de ce qu'on a eu jusqu'à présent. Bah exactement, enfin, bon. On a eu des étapes qui étaient pas trop mal tracées, à minima pour l'animation de l'étape, mais celle-là, il y a un peu de tout, ça peut à la fois bouger côté favori et côté baroudeur d'une manière assez sympa, donc ouais, j'ai un peu d'espoir et ça fait des schémas vraiment moins stéréotypés que tout simplement une arrivée au sommet bête et méchante avec à la limite un ou deux cols un peu moins durs avant
Et voilà, on se fait un peu chier. Bon, de toute façon, il n'y a pas un tracé de grand tour pour sauver l'autre cette année. Il y a que le Giro qui surnage. Et bon, Giro, c'est pas, ça se caricature maintenant un peu. Donc, on pouvait s'y attendre presque. Michael, toi, qu'est-ce que tu attends de cette dernière semaine? La question, c'est effectivement celle-là. Est-ce que ça va attendre le contre-la-montre pour bouger ou pas? Concernant un coup tactique, c'est clair que s'il faut en tenter un, c'est demain, parce que mercredi, bon bah le terrain s'y prête absolument pas pour tenter ce genre de choses. Et l'étape de samedi, oui, il y a des difficultés, mais il y a des fois de longs morceaux de plat, donc ça paraît quand même plutôt compliqué. Donc c'est demain, clairement, ça paraît être une opportunité intéressante. Après, est-ce que UAE va tenter le tout pour le tout demain, de peur de se prendre le revers de bâton le mercredi, ou bah ils vont attendre samedi après le contre-la-montre du jeudi. Ça dépend d'eux, quoi. Est-ce que toi, tu vois Almeida en mesure de renverser Jonas Vingegaard sur l'ensemble de la semaine, de reprendre les 48 secondes, puis un peu plus après pour aller chercher la victoire finale? Pour moi, c'est possible. Après, faut qu'ils tentent quelque chose, on va dire entre guillemets, de moins imprévisible de moins prévisible que samedi ou que vendredi où il a bourriné, mais bon, à l'arrivée, il a pas réussi à décrocher Vingegaard, même si celui-ci semble un peu souffrir, il a pas réussi à le décrocher. Donc il y a une densité d'équipe folle, faut essayer d'en profiter à un moment donné. Surtout que les coéquipiers, c'est bon, là, les victoires d'étape, c'est bon, ils sont bien servis, Là, faut oui. les aider un peu, quoi. Bon, il y en a que 3 qui ont été servis, même si après ils ont tous gagné sur le contre-la-montre par équipe aussi, on peut se dire ça. Johan, toi, est-ce que tu vois Joao Almeida capable de renverser Jonas Vingegaard sur les étapes qui restent? Je pense que c'est possible. J'ai très peur qu'ils se disent ah j'étais fort dans le Giro, il a pas pu me battre et que du coup il se persuade que il peut le faire à la pédale et qu'il va rien tenter de particulier. Parce que toi, cette stratégie-là, elle te permettrait pas de distancer suffisamment Vingegaard, ou même déjà peut-être de le distancer tout court? Or le Vingegaard a quand même une maîtrise des grands tours, a gagné 2 fois le Tour de France, ce que Almeida est quand même connu pour faire à chaque fois deuxième des grands tours, donc il y a quand même quelqu'un qui maîtrise plus la course que l'autre, qui a une équipe qui maîtrise beaucoup plus la course que l'autre équipe. Donc, à part d'être plus fort et ouvertement plus fort, ça va être compliqué pour moi de venir le renverser. Donc, pour moi, il faudrait le bousculer, tenter des trucs et puis essayer de le mettre plus inconfortable, parce que si tu l'emmènes à chaque fois dans ta roue en essayant de le lâcher au train, bah ça va être dur, et surtout que pour un peu que Vingegaard soit un peu mieux que l'arrivée de l'Angliru, à chaque fois il va le dépasser, il va prendre les bonifs et tu rajouteras 3-4 secondes à chaque fois, donc c'est pas forcément très rentable. Oui, les bonifs devraient pas suffire d'un côté comme de l'autre. Bah soit il y a une grosse différence dans le chrono, ce qui peut arriver, mais Vingegaard a quand même un passif de faire des très bons chronos en grand tour. Soit effectivement c'est dur de se dire que l'un ou l'autre va vraiment massacrer l'autre si on arrivait au sommet en le lâchant de loin. Ou si on se dit ça, on se dit plus que ça risque de tourner du côté de Vingegaard. Donc moi je pense que dans leur tête, tu as eux quand même un côté un petit peu enfin partent perdants dans le côté stratégie très figée de force. Et Vingegaard il attend, il se met dans la roue, il fait vas-y mon gars, roule. C'est pas ouf. Amuse-toi. Et après, le contre-la-montre. Alors, il fait 27 km, il est tout plat autour de Valladolid. Ça peut donner quoi? Toi, du coup, Johan, t'es peut-être plus à te dire que Vingegaard a peut-être un petit avantage par ce qu'il a pu montrer sur les grands tours? Je pense que Vingegaard a un avantage. Après, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'écart entre les deux sur le contre-la-montre. Et pour que ça soit impactant, il faudrait quand même qu'il y ait une vraie différence entre les deux. C'est comme en montagne, il faudrait qu'il y ait quand même une bonne marche, parce que 27 km, éventuellement, pour que ça puisse renverser le général, c'est-à-dire qu'Almeida, il reprend quasiment 2 secondes au kilomètre à Vingegaard. Ça fait beaucoup. Donc,
j'ai du mal à me dire qu'il j'ai du mal à me dire qu'il y aura plus de 20 secondes de différence dans un sens ou l'autre sur le long de la montre. Donc, C'est vrai qu'après, oui, si on prend en référence leur dernière opposition sur un chrono, c'était la 5e étape du Tour de France cette année, au Tour de Caen, un chrono qui était à peine plus vallonné qu'il le sera jeudi sur la Vuelta, qui faisait 33 km, et Almeida avait devancé Vingegaard de 7 secondes. Donc c'était un faible écart. Voilà. Michael Titouan, vous vous attendez à quoi sur le contre-la-montre? Déjà, parce que c'est peut-être le plus facile à se dire avantage un tel, il y aura moins l'aspect tactique qui rentrera en compte forcément. Bah là, c'est sûr que là, ils seront sous seuls l'un contre l'autre. Donc là, on va savoir clairement qui sera le plus fort entre les deux. Mais sur le papier, c'est vrai que qui va gagner entre les deux ce contre-la-montre. Comme ça, j'en ai aucune idée. Peut-être que l'étape de montagne de la veille nous renseignera sur l'état de forme pour le lendemain. Mais c'est vrai que là, comme ça, je vois pas qui aurait plus l'avantage que l'autre. Et Titouan, est-ce que tu arrives à te positionner déjà? Ouais, moi je me positionne côté Joao. Je pense que, comme je dis, sa forme, enfin, il y a vraiment de monter en puissance et de faire jeu égal avec Vingegaard. Donc, ouais, non, je crois davantage à lui. Puisque bon, on sait que Joao Almeida est quand même aussi capable de sortir de très gros chronos, il n'y a pas que Vingegaard, donc voilà. Je Oui, crois davantage au Portugais, mais pas de beaucoup, à vrai dire. Enfin, c'est une théorie, mais j'ai vraiment rien de. C'est plus une idée comme ça que une vraie conviction. Ah mais comme ça on lance les pronostics. Euh, c'est bien, mais après forcément oui, c'est deux excellents rouleurs. On verra, à moins d'une surprise peut-être, hein. On verra, il peut se passer beaucoup de choses. Pour finir en tout cas sur notre duel pour la victoire Vingegaard-Almeida, quel serait votre pronostic, comme ça rapide? Johan, plutôt Vingegaard ou Almeida pour la victoire finale? Vingegaard. Michael, J'irai Almeida. Almeida, ok, un partout. Titouan? Almeida. Almeida, ah bah allez. J'étais parti pour dire Vingegaard, mais du coup je vais me taire, comme ça fait 2-1 en faveur d'Almeida. Et puis vous garderez mon pronostic de côté après pour la semaine prochaine. On va évoquer quand même les autres coureurs, parce qu'il n'y a pas que Jonas Vingegaard et Joao Almeida sur cette Vuelta, il n'y a pas que l'équipe Visma Lease Bike et l'équipe UAE. Au classement général, ils sont bien évidemment nombreux encore à prétendre à une bonne place. Derrière Vingegaard et Almeida, on a au classement Thomas Pidcock qui est 3ème, Jai Hindley 4ème, Félix Gall 5ème, Giulio Pellizzari 6ème, Matthew Riccitello 7ème. Puis ensuite, on est déjà près de 6 minutes avec Sepkus 8ème, Junior Le Cerf 9ème et Torsten Tren 10ème qui a porté plusieurs jours le maillot rouge, le Norvégien, un des petits personnages comme ça qui ont animé cette Vuelta. Peut-être que ça sera le top 10 pas prévu de cette Vuelta, mais si on regarde la lutte déjà pour le podium, puisqu'on imagine donc que Almeida et Vingegaard, à voir dans quel ordre, se partageront les 2 premières places du classement général. Selon vous, qui devrait finir 3ème de cette Vuelta, sachant qu'on a quand même Tom Pidcock, Jai Hindley et Félix Gall qui se tiennent en moins d'1 minute. Titouan, qui pour toi va finir 3ème? Moi, je mise sur celui qui a déjà gagné un grand tour, c'est-à-dire Jai Hindley. Tout simplement parce que j'ai l'impression vraiment qu'il monte en puissance après avoir eu un début de Vuelta un peu en retrait. Et là, il revient très fort, je trouve. Donc, je crois pas mal en lui pour faire un bon résultat, surtout que le parcours lui est relativement propice. Enfin, c'est pas un parcours pour lui qui lui reste, mais surtout le chrono, c'est pas son exercice privilégié. Mais il est pas pire que Gall et pas pire que Pidcock, donc pour la 3ème place. Pour la 3ème place, je le mets devant les 2 autres. D'autant que lui n'a pas... Enfin, Pidcock a fait le Giro, mais il a quand même moins d'expérience sur les grands tours. Et Félix Gall a fait le tour, qui a quand même été fatigant et assez à fond. Donc, pour ça, j'ai plus tendance vraiment à croire en Jai Hindley, qui en plus, on sait, marche souvent bien en 3ème semaine, donc est capable de faire des coups. Donc, ouais, je pense que ça peut être un bon coup pour la Red Bull Bora, et ça fera un de leurs meilleurs résultats de retour. Et puis Jai Hindley, il peut aussi bénéficier du soutien de Giulio Pellizzari, qui est
l'Italien Exactement. qui est maillot blanc, qui est bien placé, qui est 6e au classement général, donc ça peut aussi rentrer en compte. On a pu le voir sur certaines étapes, Pellizzari qui était d'une aide précieuse pour Jai Hindley. Puis si on regarde ne serait-ce que sur l'étape de l'Angliru, hein, Jai Hindley finit 3e, et il met une quinzaine de secondes à Félix Gall, il met une quarantaine de secondes à Tom Pidcock, donc c'est pas rien, même si Pidcock a encore l'avantage au classement général. Mickaël, tu pencherais vers qui toi pour la 3e marche du podium de cette Vuelta? Ah, j'irais plutôt vers Hindley aussi, parce que Pidcock, parce que j'ai un peu peur pour lui, et le contre-la-montre, autant je pense que sur les contre-la-montre un peu difficiles, il peut s'en sortir, autant un contre-la-montre, bon, un quasi plat, bon, il y a une petite bosse, mais bon, elle est pas très bien violente, mais c'est un contre-la-montre quasi plat, sauf erreur de ma part, il a pas d'énormes références, donc il peut prendre assez cher et repasser derrière les deux autres, hein. Et Hindley, effectivement, je rejoins l'analyse faite avant. Il a l'air de bien monter en puissance. Après, Gall, je pense aussi, peut également passer Pidcock. Je pense Pidcock, je le vois plutôt 5-6e. Pitcock qui s'était bien montré la première dizaine d'étapes, on va dire, qui avait été justement même deuxième à l'arrivée à Baldascala, et qui était passé en tête au sommet de la dernière difficulté sur l'étape de Bilbao, et, qui avait lancé les hostilités, qui avait fait mal à tout le monde et même distancé Vingegaard au sommet de la côte de Piquet, qui est donc toujours 3e du général, mais qui voit petit à petit, notamment Jai Hindley et Félix Gall, revenir sur lui au classement général. Johan, justement, Tom Pidcock, quand on avait fait le podcast de présentation de la Vuelta, tu nous l'avais un petit peu défendu. Moi, j'avais dit oui, bon, Tom Pidcock, il finira 9e du général. Toi, tu avais dit non, j'y crois, il y a moyen. Tu minimises un peu ce que vous avez dit. Vous êtes quand même bien foutu de mec. Oui, voilà. Mais du coup, tu t'es pas manqué de me le rappeler aussi pendant la Vuelta depuis le départ. Toi, tu te dis, Pidcock, là, sur ce qu'il a pu montrer et ce qui reste à jouer, il peut finir 3e? Alors, il peut. Hindley fait quand même très 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 belle impression. Donc je me dis que ça va être compliqué. Après, il a quand même encore de l'avance et je me dis qu'il peut. Le plus gros obstacle pour lui, pour moi, c'est la prochaine grosse arrivée au sommet qui arrive. On l'a vu un peu plus limité que sur d'autres étapes. Sur les autres étapes, pour moi, il peut continuer à prendre du temps et à être très très bien. Donc après, ça dépendra comment il récupère et tout ça. Notamment sur l'étape de mardi, qui peut lui être plus favorable qu'un Jai Hindley. Voilà, notamment sur l'étape de mardi, même sur Bois del Mondo, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Mais en tout cas, pour moi, il est toujours en position d'être sur le podium, il peut toujours être sur le podium. Après, là, et pour le coup, c'est dur de faire une prédiction sur qui sera le plus mauvais en chrono dans les prétendants au podium, et voilà. Mais en tout cas, Après, Tom Pidcock, alors, bon, on n'était pas forcément autant convaincu que toi il y a 2 semaines. Là, sur ce qu'il a montré, toi, t'es pas surpris de le voir à ce niveau. je suis pas spécialement surpris. Bah, déjà sur les étapes de puncher, tout ça, pas forcément surpris. Et sur le Tour de France, c'est 2023 du coup. Il a déjà monté des grosses perfs en montagne. Il a déjà sorti des gros watts. Il a déjà fait des grosses ascensions de col. Soit Il a été bon, vainqueur à l'Alpe d'Huez, même si c'était en échappée. il a été vainqueur à Alpe d'Huez. Mais en tout cas, pour moi, il a les capacités, il a les watts, il a un peu le profil pour bien marcher sur la Vuelta. Ça me surprend pas énormément que ce soit 3e. Surtout qu'il y a eu un côté un peu. Enfin, il y a pas mal de coureurs qui ont perdu du temps à certains endroits et ça n'a pas été hyper régulier pour la 3e place. C'est le seul qui s'est un peu démarqué à certains moments. Donc, il a pu gagner du temps à certains endroits. Il a bien profité du parcours. C'est le seul en soi qui a lâché Vingegaard quelque part. Oui, c'est vrai. Je suis pas extrêmement surpris qu'il soit dans la position où il est actuellement par rapport à son passif. J'aimais bien parce que ça râlait quand il a pas gagné son étape du coup à Bilbao, parce qu'on aurait pu imaginer qu'il batte Vingegaard au sprint a priori. Oui. Voilà. Il y a eu des gens qui ont fait c'est triste pour lui, machin, parce que bon, il était champion olympique l'année d'avant, il va s'en remettre, c'est pas très grave. Oui, il est double champion olympique, et il a gagné une étape à l'Alpe d'Huez, je pense que bon, Oui, voilà. ça va. Voilà, c'est pas comme si c'était un coureur d'une équipe invitée sur la Vuelta, là, forcément, c'est pas la même chose.
Bon, en tout cas, ça promet quand même encore une lutte assez serrée derrière la victoire pour se batailler le podium. Et puis bon, on n'oublie pas non plus, on peut avoir des surprises revenues de l'arrière. Mathieu Ricciello par exemple, bon, allez, il est quand même à 2 minutes 20 de Tom Pidcock, mais sait-on jamais. Il a montré. Un Pellizzari, c'est pas forcément impossible, par exemple. Ah, également. Ricciello, comme Pellizzari, est équipier et coéquipier de Jai Hindley, mais Pellizzari, il faut aussi le prendre en compte. Il y a pas mal de coureurs plutôt intéressants. Et puis on aura aussi la bataille de fond de top 10, avec Junior Le Cerf, Thorsten Tren, c'est les coureurs qu'on n'attendait pas forcément qui sont là. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir jusqu'au bout dans ce top 10? Que ce soit Armirail qui reprenne encore des échappées, qui reviennent dans le top 10. Alors Mira, il a 10 minutes à reprendre sur Thorsten Tren. Mais on y croit. Allez. Pellizzari, Ricciello et Le Cerf qui sont en 1:30 pour le maillot blanc. C'est vrai. D'ailleurs. C'est vrai aussi, tout à fait. Entre ces trois-là, un petit enjeu. Ça fait une autre bataille intéressante à noter. Tu fais bien de le signaler, Michael. On va évoquer aussi les coureurs qui ne jouent pas le classement général, parce qu'il n'y a pas que la lutte pour le classement général, évidemment, avec notamment un coureur qui s'est particulièrement mis en action, c'est Mats Pedersen, qui est le porteur du maillot vert, qui n'a pas remporté d'étape au sprint, mais après de nombreuses attaques, nombreuses échappées, le Danois a fini par remporter une étape, la 15e, ce dimanche à Monteforte de Lemos, terme d'une étape qui avait été lancée très tôt dans les premières difficultés de la journée. Est-ce que Mats Pedersen, pour vous, c'est l'animateur de cette Vuelta, on peut le dire ainsi? Johan, je t'ai vu hausser les sourcils là. Non, mais en fait, je trouve pas que sur cette Vuelta en particulier, il soit plus marquant que d'autres baroudeurs qu'on voit très souvent dans les échappées. Il impacte un peu plus parce qu'il est plus connu, mais en soi, je trouve que c'est un peu un baroudeur parmi d'autres. Dans le sens où il pèse pas tant que ça sur la course, à part sur l'étape qu'il gagne, là où c'était un peu plus marquant, mais parce qu'il y avait aussi beaucoup de ses équipiers. Je trouve pas qu'il a un impact particulier sur la course, c'est juste qu'il est beaucoup en échappée parce que c'est son profil aussi de coureur. Mais de la même manière que tu aurais un Mathieu Van Der Poel qui pourrait partir beaucoup en échappée si c'était sur cette Vuelta ou d'autres coureurs du genre. Je trouve pas qu'il bouleverse quoi que ce soit à chaque fois qu'il soit présent dans les groupes. Mais surtout il joue peut-être pas forcément la même chose quand il attaque sur les étapes de montagne. Lui, il est là pour le sprint intermédiaire, puis la dernière montée, il se relève. Oui, puis pour pas s'ennuyer parce que dans le peloton, quoi. Et justement aussi, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu étonnant de voir un coureur attaquer presque tous les jours pour remporter ce maillot vert, alors qu'on a l'habitude de dire que le maillot vert c'est le classement des sprinters, ce qui n'est pas le classement du meilleur sprinter, ce qui est le classement par points, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté un petit peu, je sais pas si c'est étonnant, particulier, mais de voir Mats Pedersen comme ça autant à l'avant pour le maillot vert? Après, c'est son mode de fonctionnement. Ça avait été pareil sur Paris-Nice cette année, l'année dernière, je sais plus, cette année, je crois. Où il en faisait beaucoup trop alors qu'il n'y avait pas forcément besoin. Là, c'est pareil, il en fait beaucoup alors qu'en soi, il n'y a pas trop de suspense sur qui va gagner le maillot vert à l'arrivée. Je pense que c'est juste son mode de fonctionnement où il a besoin un peu de courir. Et s'il court et qu'il est là, il faut qu'il soit actif, sinon il n'a pas forcément envie de rester en course à être passif et à viser un peu plus précisément les étapes. Bah, surtout, de toute façon, il peut pas faire des sprints massifs. Donc, vu le nombre qui sont sur la Vuelta, sur le parcours, bon. Il y en a pas beaucoup, c'est sûr. Sur des deuxièmes places derrière Philipsen au sprint, déjà, en vrai, en plus, en début de Vuelta, il a pas trop marqué de points sur les sprints. Il n'a pas paru si impressionnant, donc... Ouais, dans le détail, il a fait 6e à Voiron et 9e à Saragosse, qui sont deux étapes qui n'attribuaient pas le maximum de points pour le vainqueur. Il n'y a que la première et la dernière étape qui attribuent 50 points au vainqueur de l'étape. Donc c'est vraiment, s'il misait dessus, c'est un peu une impasse pour lui, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses, toi, de voir Mats Pedersen aussi souvent à l'avant? Alors, c'est pas le coureur qui a été le plus longtemps à l'avant, mais il fait partie de ceux comme Joël Nicolas ou Jay Vine, Gianmarco Garofoli, qui comptent le plus de kilomètres à l'avant. Et Mats Pedersen, c'est un profil un petit peu différent de ces autres coureurs. Bah, c'est un profil différent, mais en même temps, il a souvent brillé comme ça.
Ça reste un Flandrien, ça reste un gazier aussi. C'est pas qu'un sprinter, c'est même, enfin, pour moi, c'est pas un sprinter à la base, c'est plus un coureur complet. Donc, je pense qu'il se fait kiffer. Il doit pas avoir beaucoup d'autres objectifs en cette fin de saison. Enfin, les mondiaux ont l'air trop durs pour lui, donc bon là, il se fait plaisir. C'est cool pour lui et ça change un peu. Enfin, comment dire? On le voit un peu toute la saison, mais il donne au moins pas tout le temps l'impression d'être le plus fort de l'échappée et d'être imbattable. C'est pas comme un UAE, justement, en échappée où on se dit, bon, bah, c'est mort, il est bon. Il a pour lui de pouvoir être battable et d'animer les échappées, donc c'est assez positif, je trouve, dans cette Vuelta. C'est sûr, puis au moins on va dire, c'est un personnage qu'on retrouve souvent un petit peu tous les jours. C'est peut-être un peu le fil rouge de la Vuelta, on va dire, même si, enfin, plutôt fil vert le concernant. Même si là, avec 98 points d'avance sur Jonas Vingegaard, son maillot vert, il semble quand même pas loin d'être acquis désormais après s'être échappé, et notamment sa victoire d'étape dimanche à Monteforte de Lemos. Un autre coureur quand même que j'avais envie d'évoquer, un Français quand même, David Gaudu, parce que sur la première semaine, le début de cette Vuelta, jusqu'à ce que la Vuelta arrive en Espagne, il a été excellent. Il a enchaîné un podium à Limone Piemonte, une victoire d'étape à CRS, et le lendemain à Voiron, au terme de l'étape de Voiron, il prend le maillot rouge, qu'il n'a porté que sur les 24 km du contre-la-montre par équipe à Figueras, mais quand même, tout ça pour David Gaudu sur les premières étapes. Mais ensuite, sur toute la suite de la Vuelta, une fois que la Vuelta est arrivée en Espagne, ça a été beaucoup plus compliqué pour lui. Il est maintenant très loin, aux alentours de la 80e place du classement général. Est-ce que ça n'empêche que, vu les premières étapes, pour David Gaudu, la Vuelta, elle est réussie pour lui, selon vous? Oui, bah en fait, ce qui fait bizarre, c'est qu'il a gagné depuis le tout début de la Vuelta, on a quasiment presque oublié qu'il a gagné. Oui, j'ai envie de dire qu'il a sauvé, il a fait une victoire, il a presque pu d'ailleurs en avoir une deuxième. Pour lui, c'est sympa, c'est vrai que la Groupama FDJ, je crois qu'ils avaient vraiment beaucoup de mal sur les grands tours en plus ces derniers temps. Je crois que la dernière victoire, oui non, ils avaient gagné l'année dernière avec Stefan Kung sur le chrono final de la Vuelta. Sinon, la dernière étape en ligne, il me semble que ça remontait à Arnaud Démare en 2022 sur le Giro pour la Groupama FDJ. A commencé à dater quand même pour une équipe World Tour. Donc c'est bien. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que derrière, il est complètement disparu, quoi. Il a réussi à avoir le maillot rouge et derrière, on l'a pas vu, quoi. Donc ce serait bien qu'on le revoie un peu en troisième semaine. Titouan, pour toi, est-ce que le début de Vuelta suffit à dire que ça va faire un grand tour réussi pour David Gaudu par rapport à ce qu'on a vu de lui cette saison, qui est une saison compliquée quand même pour le Breton? Bah oui, par rapport à sa saison, déjà il gagne et il porte le maillot rouge, donc ça paraissait un peu inespéré. Enfin, en début de saison, après ces galères, moi je m'attendais vraiment pas à le voir faire ça. Maintenant, on peut dire que c'est quand même un peu décevant de, de sembler aussi fort en début de Vuelta et de flopper juste après. Enfin, il n'y a pas d'explication, quoi. Il n'y a aucune communication sur est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, comment ça se fait qu'il soit beaucoup moins fort maintenant, quoi. Parce que taper Pedersen, Lingard à la pédale, c'est quand même pas mal. Mystère. Donc oui, fatalement, c'est décevant, mais au regard de sa saison, c'était un peu inespéré et je pense que même l'équipe FDJ elle aurait signé pour ça dès le début, une victoire d'étape, le port du maillot rouge. Surtout que c'est une des rares équipes à avoir gagné finalement sur la Vuelta après, avec Oui. les copines UAE, donc c'est déjà pas mal. Donc c'est plus le début de Vuelta qu'on va retenir quand même pour toi. Ensuite, c'est dommage, mais bon, malheureusement, il a l'air d'y avoir un souci qui date depuis mars, quelque chose comme ça pour David Gaudu, et qui semble compliqué à résoudre pour l'instant. C'est plus dire, bon bah, c'est quand même pas rien ce qu'il a fait, porter le maillot de leader d'un grand tour sans être passé par une échappée,
Il n'y a pas beaucoup de coureurs français qui l'ont fait. Hein. Si on se dit Romain Bardet, il a dû attendre son dernier Tour de France. Thibaut Pinot n'a jamais eu cette opportunité-là. Pour prendre l'exemple des deux autres grands grimpeurs français des années 2010. C'est aussi qu'on peut mettre en avant, quoi. Le dernier après maillot leader à la pédale, c'est Alaphilippe, en fait, côté tricolore. 2019, Donc, oui. Et bon, enfin, on peut quand même compter Romain Bardet 2024 sur le Tour. Mais oui, sinon, Alaphilippe... Romain Bardet, c'était par une échappée, justement. Donc, à la pédale, vraiment face au favori, Oui. c'est Julien Alaphilippe en 2021, quoi. Oui, 2021, pardon. Oui. Après sa victoire à Landerneau, en effet. Bon, voilà. Est-ce qu'avec tout ça, vous avez encore aussi peut-être un autre coureur que vous avez envie de souligner sur ces 2 premières semaines de Vuelta qui vous a marqué, qui vous a plu, peut-être? Là, je vois pas trop parler de certains qui ont sur une étape ou deux, mais bon, qui sont vite redescendus. Tu les connais en début de de Vuelta. Je me suis dit pourquoi pas. Il nous a fait sa craquante terrible. Après Armirail, il a pour Décathlon, on l'a pas mal vu aussi. Après, bon, il y a pas comme ça, j'ai pas des noms qui me ressortent spécialement quoi. Sinon, c'est plus si on fait une catégorie flop où j'ai une grosse idée de qui a bien floppé, mais bon. Mais dans les tops, je pense que c'est bon. Johan, toi, est-ce que tu arrives à identifier un coureur peut-être qui t'a plutôt bien marqué sur le début de cette Vuelta? Moi j'ai beaucoup aimé Javier Romo, ce qu'il a fait pendant les 2 semaines qu'on a eues. Pour moi, le baroudeur qui me vient en tête quand je pense à cette Vuelta, c'est lui. Enfin, les UAE c'est un peu particulier, donc le coureur qui me vient en tête, c'est lui, qui a fait gagner son étape, qui fait une très belle course, qui même quand il se casse la gueule, c'est marquant, ça impacte la course. Donc moi c'est et puis la Movistar, on s'attendait à ce qu'ils soient une belle équipe de baroudeurs et je trouve qu'ils tiennent leur rôle de belle équipe de baroudeurs et c'est plutôt chouette. On a fait Javier Romo qui peut-être dans le duel face à Juan Ayuso, il lui a peut-être manqué un petit peu d'expérience de la route, lui qui est un triathlète, hein, qui s'est mis vraiment au vélo, au cyclisme sur route en 2020 après le confinement, le Covid. Ayuso ça va vite au sprint en vrai. Oui, voilà aussi, mais dans la manière de gérer un duel 1 contre 1, il y a peut-être aussi ça qui est rentré en ligne de compte, mais en tout cas, ça fait quand même 2 podiums d'étape pour Javier Romo, qui avait également été 3ème de l'étape, qui arrivait à Lara Belagua, la 10e étape. Donc plutôt pas mal l'espagnol de la Movistar. Et ben voilà, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. On a débriefé les 2 premières semaines de cette Vuelta. On a regardé ce qui peut nous attendre sur la dernière semaine. Bien évidemment, pour le prochain podcast, on se retrouvera la semaine prochaine pour le débrief final de cette Vuelta. Alors, qui s'imposera au classement général? Jonas Vingegaard, Joao Almeida. Faites vos pronostics et on se retrouve donc la semaine prochaine. Et en attendant le prochain Chasse-Patate, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Blue Sky. Merci beaucoup à toutes et à tous, et à bientôt dans Chasse-Patate!